Mesdames, Messieurs, c'est Débriefing, votre émission. Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour ce nouveau débat, ce nouvel échange sur les questions qui font l'actualité, sur les débats qui font rage. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu ne baisse pas les bras. Le candidat président de la République de la coalition Lamuka est en croisade. Il appelle à la tenue de nouvelles élections dans 6 mois et à une résistance pacifique contre le pouvoir en place. On parlera également de ce scandale étonnant. Certains députés provinciaux accusés de monnayer leur voix dans l'élection des gouverneurs et sénateurs. La rumeur enfle. La rumeur dit que le marchandage va de 20 000 à 100 000 dollars par voix. Résultat, Adam Bombolé, ancien du MLC de Jean-Pierre Bemba, et Vidier Chimanga, proche de Félix Tshisekedi, ont renoncé à se présenter aux élections sénatoriales. On pourrait parler ou pas de la grève à RTV5, la télé de l'ancien Premier ministre Mosito, votre mentor. On n'en parle pas ou on en parle, c'est vous qui décidez, c'est vous le chef. Steve Kivoata, bonsoir. Bonsoir. Alors on en parlera ou on n'en parlera pas? C'est vous le chef, hein, vous décidez. Non, j'aurais à dire un mot. De toutes les façons, comme ça a été annoncé, il faut dire quelque chose. Je l'ai tiré des questions posées par les internautes sur Facebook à l'annonce de l'émission. Hein. Ok, pas de problème. Alors, Steve Kivoata, merci d'avoir accepté cette invitation. Porte-parole de Nouvel Élan. Nouvel Élan, c'est le parti d'Adolphe Mosito, élu député national, ancien Premier ministre. Et vous êtes également porte-parole de la coalition Lamuka qui a porté la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle, plusieurs fois conseiller et consultant juridique dans le public et dans le privé, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, et vous avez fait l'université protestante au Congo. Je devrais ajouter ancien du Palou. Pas de problème, effectivement, je suis ancien du Parti Lumumbiste Unifié. J'ai fait plus de 10 ans au Parti Lumumbiste Unifié. Moi, ça m'embarrasse un peu. Pas vous? Vous n'avez pas de remords, non? Non, pas très mort. Moi, je pense que je personnellement quitté le Parti Lumumbiste Unifié au moment opportun. C'est vrai que personnellement, dans mon engagement politique, je voulais une certaine constance en termes d'engagement structurel, mais il s'est fait que le combat qui était le mien, qui consistait effectivement à faire émerger une nouvelle vision de la gestion de l'État, ne concordait plus au combat du Palou, qui voulait tout simplement accompagner d'autres structures politiques. C'était inacceptable. Il a fallu soutenir une candidature à la présidentielle, celle d'Adolphe Mosito, pour faire décoller le pays, lui donner un nouvel élan. Alors, on va commencer par la disparition de Yérodi Abdoulaye, ancien vice-président de la République, sénateur jusqu'à sa disparition. Avez-vous un souvenir de lui? Bon, je peux dire globalement comme faisant partie du camp de nationalistes. Vous savez, Abdoulaye Yerodia Ndombassi, il était compagnon de lutte de Mosée Laurent Désiré Kabila. Et depuis les années 60, il y avait une certaine convergence en termes d'idées entre Antoine Gizenga, celui qui est le patriarche du Parti Lumumbiste Unifié de nationalistes dans les années 60, Mosée Laurent Désiré Kabila, qui a milité dans le Parti Baloubakat, qui par après a fusionné dans le Palou, eh bien, avait comme compagnon d'élite Yérodi Abdoulaye Ndombassi, et il fut parmi les hauts cadres de mouvements politiques de Mosée Laurent Désiré Kabila lors de son retour dans les années 97, qui a pu jeter un pont avec le Parti Lumumbiste Unifié. C'est un homme assez discret. Personnellement, j'apprécie ces genres d'hommes politiques, surtout dans notre pays. On pourrait aller jusqu'à dire que c'était un personnage hors norme. Effectivement, c'est un personnage assez rare, du genre qu'on n'a pas en République démocratique du Congo. Malheureusement, le système politique congolais ne leur a pas donné l'opportunité de donner un peu plus aux Congolais. Le système
privilégie des fois les hommes de premier plan, c'est qui flattent un peu plus pour avoir de postes et malheureusement ne donnent rien en retour. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'à un certain moment que les présidents Kabila ait dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Pourtant, il y en avait qui s'est caché dans l'ombre et qu'il l'aurait pu utiliser. Tout le monde ou presque a encore en mémoire son éloge funèbre à l'enterrement de Laurent Désiré Kabila. Je refuse que vous soyez mort, nous refusons que vous soyez mort. C'était des phrases fortes. Oui, effectivement, c'est un homme qui avait quand même un sens de l'idéal et c'est cet idéal qui les a amenés à faire un aussi long combat contre la dictature moboutiste. Mais malheureusement, effectivement, pour moi, je considère que c'est la fin qui justifie les moyens. D'ailleurs, c'est pas moi, c'est tout le monde. Mais vous sentez que l'idéal qui les a animés, lui et Mouzé Laurent Désiré Kabila, finalement, ça n'a pas abouti à un grand changement que le peuple aurait pu percevoir. Et finalement, aujourd'hui, je pense que l'hommage qu'on devait lui rendre, ça ne devait pas être un hommage de quelques cadres du FCC ou du PPRD, ça devait être un hommage national avec le peuple qui aurait compris son combat. Leur idéal qui malheureusement est en train de s'effriter dans notre classe politique risquera d'être une grande perte pour la République. Avant de prendre les questions des internautes, parce que je leur ai promis que je poserai toutes leurs questions, il y en a une bonne vingtaine. On parlera d'une autre grande figure, Gabriel Kyungu-Wakumanza, leader de l'UNAFEC, actuel président du bureau provisoire de parlement local au Haut-Katanga. Il venait donc de quitter son poste de président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Il a annoncé qu'il ne fait plus partie de la MOUCA. À la MOUCA, vous avez accueilli ça comment ? Bon, je pense qu'une réunion probablement de la conférence de leaders va se tenir parce qu'au plus haut sommet de la MOUCA, il y a cet organe qui siège et qui prend de grandes orientations. Moi, je pense que c'est regrettable. Le Baba wa Katanga, Gabriel Kyungu-Wakumanza, est un grand acteur de la coalition La MOUCA et la coalition La MOUCA, malheureusement, peut-être que juridiquement il peut avoir raison, mais politiquement il a tort. La coalition La MOUCA, ce n'était pas qu'une association momentanée comme il a dit, mais c'était une plateforme politique et électorale qui avait comme grand objectif d'apporter les changements au peuple congolais. Et le peuple congolais, les changements au peuple congolais, les changements en RDC, le peuple congolais l'a compris et nous a donné suffisamment de voix. Malheureusement, les institutions n'ont pas voulu les reconnaître. Aujourd'hui, nous avons un président légitime qui est Martin Fayulu Madidi, qui est en face d'un président proclamé ou institutionnel. Ces combats, on devrait les continuer. Parce que abandonner ces combats, abandonner la coalition La MOUCA, c'est en réalité abandonner le peuple congolais qui a souci du changement, qui n'a pas voulu de la continuité. Et aujourd'hui, les institutions telles qu'établies, ça nous prouve à suffisance que ces institutions ne vont que privilégier la continuité et non le changement que le peuple a voulu. Et c'est malheureusement un grand choc pour lui-même et un grand choc pour le peuple congolais que pour la coalition La MOUCA qui va effectivement continuer son chemin. Et comme je vous l'ai dit, au sommet de la coalition La MOUCA, c'est la conférence de leaders. Ce sont les 5 leaders qui sont unanimes, qui sont solidaires, qui veulent continuer les combats du changement et les combats de la vérité des urnes. Le départ de Kyungu-Wakumanza, le silence de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba et de Freddy Matungulu n'isole pas de plus en plus Martin Fayulu, d'après vous? Non. La coalition La MOUCA, chaque leader a sa stratégie, chaque leader a son apport. Depuis la campagne électorale, vous avez vu que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient sur un terrain diplomatique. Et on ne peut pas vous dire le travail qu'ils ont abattu dans ce sens et qu'ils continuent à abattre. Adolphe Mouzito et Martin Fayulu étaient sur terrain parce qu'ils devaient discuter avec le peuple, leur dire c'est quoi la vision, c'est quoi l'alternative que la coalition La MOUCA veut apporter. Et Freddy Matungulu, un homme d'une grande expérience et d'une grande expertise,
contribuer à sa manière à travers le donner effectivement de notre vision qu'on expliquait au peuple congolais. Donc chaque leader avait un rôle à jouer et continue à jouer ce rôle-là. Des fois, le silence, ce que vous considérez comme silence, c'est un silence stratégique. Mmh. Alors, Martin Fayulu, qui est en tournée dans le pays, une tournée que vous appelez de la vérité des urnes, c'est ça? Il appelle à la résistance. Est-ce que cet appel à la résistance n'est pas une attaque frontale contre Félix Tshisekedi? Non, ce n'est pas qu'une attaque frontale contre Félix Tshisekedi. C'est une attaque frontale contre le régime en place. Parce que le régime en place n'est pas démocratique. On aurait pu faire l'opposition si on avait perdu aux élections. Mais l'opposition, on l'a fait lorsque vous êtes en face d'un régime démocratique. Or, il y a suffisamment d'éléments qui nous démontrent que ces régimes est installé contre la volonté du peuple congolais. D'où le cafouillage, d'où le gangstérisme électoral de la CENI, qui a enlevé toutes les preuves possibles pour ne pas permettre à tous les candidats, et c'est à tous les niveaux de la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales, d'avoir le PV pour contester les résultats frauduleux. Par exemple, les centres de compilation n'ont pas travaillé, les centres de compilation des résultats. Les résultats tels que publiés sont venus de flash disques que la CENI pouvait modifier comme elle voulait. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez chaotique où vous avez un président proclamé qui n'a pas de légitimité, qui fait tout le nécessaire, aussi bien sur le plan national qu'international, pour résoudre son propre problème, le problème de légitimité, au lieu de résoudre le problème du peuple. Et il a en face de lui un FCC qui a plus de 335 députés, qui ne le méritent pas parce qu'il n'y a pas de cohérence entre l'élection présidentielle, qui a donné plus de 70% à l'opposition, et cette élection législative qui a donné plus de 70% au FCC, qui était les comptes de la continuité. Donc, dans ces cafouillages, finalement, on a quelqu'un qui est omnipotent, qui reste omnipotent, c'est Joseph Kabila. Pourtant, le peuple ne voulait ni accorder la majorité présidentielle au camp du président sortant, moins encore la majorité au Parlement. Dans 4 jours, exactement, ça fera un mois que Félix Tshisekedi est entré officiellement en fonction. Comment vous jugez ces 4 premières semaines, même si c'est un peu trop tôt, hein? Généralement, on attend les traditionnels 100 jours. Premièrement, effectivement, ce sont ces problèmes de forme. Vous sentez que le président a un sérieux problème de légitimité nationale et internationale. Ses premiers pas, c'était d'aller d'abord au niveau de l'Union africaine pour qu'il cherche à se réhabiliter, à légitimer son pouvoir. On a vu qu'il s'est fait accepter par ses pairs africains. Bon, c'est entre guillemets. Peut-être que certains États cherchent à négocier certains contrats. Il a été fait deuxième vice-président de l'Union africaine. Ça n'apporte rien au pays. Dans 2 ans, il prendra la tête de l'Union africaine. Pas forcément. Au fait, on lui a accordé la vice-présidence de l'Union africaine parce que nous avons 5 sous-régions en Afrique et chaque sous-région est censée avoir à chaque fois un représentant au niveau du présidium de l'Union africaine. Mais ce n'est pas évident. Dans 2 ans, c'est l'Afrique centrale qui aura cette présidence. Mais est-ce que c'est lui qui sera désigné? C'est une question mark. Ce n'est pas automatique. D'après les engagements qui ont été pris là-bas. Ce n'est pas automatique. Donc, il a plus cherché à résoudre son problème personnel, le problème de légitimité. N'est-ce pas là une reconnaissance internationale? Non, non. Nous estimons que c'est une recherche de sa légitimité personnelle. Et sur le plan interne, on a vu qu'il y a eu une certaine violation de la procédure, un directeur de cabinet qui convoquait de ministres sans la présence du Premier ministre au niveau du Palais de la Nation, ça ne se fait pas, ce n'est pas républicain. Mais tout cela, on le sait, c'était des opérations de charme pour légitimer les pouvoirs auprès de la population. Mais aussi, ce quelque temps démontre encore la confusion qui existe et de la confusion qui existera dans la gestion de l'État.
on n'a pas une coalition qui s'assume. Nous savons que il y a un accord, d'ailleurs c'est le ministre Bahati Lukwebo qui l'a dit, et le secrétaire général adjoint de l'UDPS aussi l'a dit, il y a un accord. Pourquoi ils ne s'assument pas? Pourquoi ils ne nous disent pas qu'ils ont déjà signé un accord sur la cogestion de la République? Et c'est fondé sur quel programme, sur quelle vision de la République? Deuxièmement, on l'a vu sur la question de l'informateur. À la télé, on ne voit que le cadre du cash s'est plaindre, que le FCC nous laisse désigner un informateur. Eh bien, voilà encore une confusion qui existe dans la gestion de l'État. La désignation de l'informateur, c'est une compétence discrétionnaire du président de la République. Lorsqu'un parti politique n'a pas la majorité au Parlement, le président désigne un informateur pour qu'il puisse déterminer quels sont les partis qui peuvent se mettre ensemble pour constituer une coalition majoritaire pour gérer la République. Mais c'est légitime pour un parti politique de fantasmer, non? Non, mais ils ont cette compétence. Moi, le problème est que pourquoi ceux du cash sont en train de se plaindre à la télé pendant qu'ils ont soi-disant un président proclamé? Ils doivent s'assumer. Le problème, c'est effectivement cette confusion. Et au niveau de la crise congolaise, nous ne pouvons pas accepter un président qui ne s'assume pas, un président illégitime. Nous avons besoin d'un président qui est légitime, qui s'assume, qui prend des fois des mesures impopulaires pour relancer l'économie de la RDC, pour stabiliser la situation politique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas avec le président proclamé Félix Tshisekedi. Comme Martin Fayulu, votre leader, appelle à la tenue de nouvelles élections dans 6 mois, est-ce que ce n'est pas pour rigoler? Non, non, bien sûr que non, ce n'est pas pour rigoler. Parce que premièrement, on vous a démontré à suffisance qu'il y a une confusion dans la gestion de l'État aujourd'hui parce que nous avons une coalition qui ne s'assume pas. Le FCC, le CAJ devaient se mettre ensemble, nous dire qui sera le Premier ministre, il va travailler avec quel programme de la coalition. Si la coalition peut se formaliser pour qu'elle ait un chef, tant mieux, mais ça ne se fait pas. Ça démontre qu'il y aura de répercussions sur la situation sociale et économique de notre pays et de la population. Mais aussi, le problème, c'est pour l'avenir. Les élections, elles étaient chaotiques. Il y a eu du gangstérisme électoral. Et le peuple, aujourd'hui, sait que ce n'est pas son choix qui a émergé lors de la proclamation de résultats. Et finalement, l'impact pour le présent, c'est cette confusion de la gestion qui aura des répercussions sur la crise congolaise. Mais pour l'avenir, on risquerait d'avoir peu de Congolais qui vont aller voter parce que tout simplement, ils diront à quoi bon d'aller voter si finalement nos voix ne sont pas comptabilisées lors de la proclamation des résultats. C'est ça, c'est un combat qui n'est pas pour Martin Fayulu, c'est un combat du peuple congolais. Lui, il n'est que le soldat du peuple. D'ailleurs, comme on l'a dit à Beni et à Goma, désormais, il est le commandant du peuple. Alors, ces élections, ce sera organisé par la même commission électorale, les mêmes animateurs, ou il en faudra de nouveaux? Bien sûr que non. Moi, je pense que dans un pays, si nous étions dans un état de droit, M. Corneille Nangaa et ses autres collaborateurs seraient arrêtés. Ils ont fait du gangstérisme électoral. Si il nous arrive deux fois d'amener à la justice congolaise et de faire condamner ceux qui nous volent, je ne sais pas, un téléphone. A fortiori, c'est lui qui aura extorqué le pouvoir du peuple congolais. Et aujourd'hui, ils n'ont qu'une obligation de pouvoir, ne fût-ce que pour la présidentielle, de nous donner les résultats province par province. Alors, la même commission électorale que vous contestez a annoncé victorieux Adolphe Muzito, par exemple, parmi il est dans le top 5 des élus. Déjà, Adolphe Muzito, c'est pas incohérent, Adolphe Muzito a eu un peu plus que ce qu'on lui a accordé. Nous ne disons pas que tous les 500 députés sont de mal élus ou sont de nommés. Il y a ceux qui ont mérité et ce travail d'équilibrisme s'est fait. Au fait, par la contestation des résultats, nous voyons la violation de la loi électorale. Premièrement, le centre locaux de compilation des résultats n'ont pas travaillé. C'est un secret de polichinelle. Pourtant, c'était une obligation légale pour la CENI de faire travailler ces centres locaux de compilation. Deuxièmement, ce sont les résultats venant de PV dépouillés dans le bureau de vote
qui devaient être utilisés. Mais la CENI a dit qu'elle a utilisé les résultats provenant des clés USB. Quelle loi lui permet de faire cela? Pourtant, il y a une loi, il y a l'article 237 ter de la loi électorale qui lui interdit. Et cette compilation des résultats de flash disk, ça a été fait avec la présence de quels témoins? C'est eux-mêmes qui ont pris de flash disk et qui ont commencé à compiler. C'est en violation de la loi électorale parce que l'article 37 de la loi électorale dit à toutes les étapes du processus électoral, les témoins de partis politiques et des regroupements politiques doivent être présents. Ces résultats sont venus d'où? C'est ça le gangstérisme électoral. Ils ont effectivement utilisé ces résultats de flash disk pour mettre ceux qu'ils estimaient pouvant constituer la majorité parlementaire pour l'omnipotent, le président sortant, le président Kabila. Les membres du bureau de la CENI sur qui vous jetez l'anathème, parmi eux, il y a quelqu'un du Palou, hein, même si c'est un ancien camarade de parti. Ben oui, tous doivent s'assumer. Ça a été une décision collégiale, même s'il y a quelqu'un qui est à la tête. En fait, moi je dis, le président de la CENI, ainsi que ses collaborateurs, dans un état de droit, ils seraient sanctionnés. Et moi je pense que ces élections qui devront être organisées dans les 6 mois, forcément il faut qu'il y ait une récomposition de la CENI. Ces élections doivent être réellement crédibles et transparentes parce que ce n'est pas qu'un problème pour la Mouka ou quelque chose que l'on rechercherait à titre personnel, mais c'est pour toute la République, c'est pour le peuple congolais. Et vous voyez qui comme président de la commission électorale? Nous estimons qu'il y a un certain nombre d'organisations de la société civile qui ont émergé et qui sont restées plus ou moins neutres. Mais je pense que, personnellement, j'estime que l'Église catholique peut jouer ce rôle à la tête, au niveau de la présidence. Vous avez un nom de la CENI. Bon, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Un évêque, un prêtre. Pourquoi pas Monseigneur Mosengo? Pourquoi pas? Bon, ça, ce n'est qu'une proposition personnelle. Il y en a d'autres. Comme l'abbé Chollet, par exemple? L'abbé Chollet, je ne sais pas, Monseigneur Outembi, ils sont nombreux de toutes les façons. Parce qu'il y a ces besoins qu'après les élections, même s'il peut y avoir quelques soupçons de tricherie, mais que ça ne soit pas à la hauteur de ce qui s'est fait en 2018, ça a été du gangstérisme électoral. Le voix du peuple congolais n'ont pas été comptabilisés lors de la proclamation des résultats. Ah, c'est l'heure des questions des internautes et je remercie tous ceux qui ont écrit sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Je prends celle de Junior Zinga. Posez-lui la question, Fayoulou réclame la vérité des urnes avec la machine à voter qu'il a refusée ou avec des papiers? Junior depuis Luanda, merci beaucoup de nous regarder depuis Luanda. Non, en fait, peut-être que Junior n'a pas suivi le combat de la Mouka. Quand nous contestions la machine à voter, c'était tout simplement parce qu'on estimait, et d'ailleurs c'est ce que la loi dit, l'article 237 ter de la loi électorale, que le vote électronique est prohibé. Mais il y avait cette option de dire, finalement, on peut utiliser la machine à voter à travers le choix des électeurs, mais c'est le papier qui va ressortir, qui va entrer dans l'urne. C'est cette voix qui est sur ce papier-là qui sera comptabilisée et non le résultat qui est dans la machine à voter. C'est lorsqu'on a trouvé ces compromis avec le président de la CENI qui a pris un engagement aussi bien devant la Mouka que devant la société civile et plus précisément l'Église catholique qu'on s'est dit avançons. Mais malheureusement, il va le constater qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on ne voulait pas qui est arrivé. Au lieu que l'on puisse comptabiliser le voix venant de bulletins de vote qui ont été compilés au niveau de bureau de vote à travers le PV et par après devaient être encore compilés au niveau des centres locaux de compilation, la CENI a vraiment utilisé ce que la Mouka ne voulait pas, le résultat électronique provenant de la machine à voter et contenu soi-disant dans le flash disk. Donc aujourd'hui, le Congolais, d'ailleurs, devait considérer que le combat de la Mouka était louable. Les résultats, nous les connaissons parce que le peuple congolais, nous sommes avec eux chaque jour. Ils savent pour qui ils ont voté.
Garçon de chance, c'est comme ça qu'il se fait identifier sur Facebook. Sa question, M. Fayoulou est-il toujours en parfaite harmonie avec M. Katumbi? Si jamais les cofondateurs de Lamuka, c'est-à-dire Katumbi, Bemba, Nyamwisi, Mozito, décidaient de mettre fin à la coalition Lamuka, que deviendrait Fayoulou? D'abord, c'est une hypothèse impossible. Les 5 leaders sont très solidaires. Ils ne peuvent pas faire un rétropédalage par rapport à leur combat, parce que le combat de Lamuka, c'est le combat de tout un peuple. C'est le combat du peuple pour le présent et pour l'avenir. Que ces leaders puissent faire un rétropédalage, ça serait abandonner le peuple congolais à son triste sort. J'espère qu'ils suivent les différentes tournées ou les différents meetings du président légitime Martin Fayoulou, qui a accompagné de l'excellence Adolphe Muzito. Vous sentez que le peuple a soif que Lamuka prenne le pouvoir, parce que Lamuka représente le changement. Et même le président proclamé actuel avait dit une fois que le changement c'est Martin Fayoulou et le changement c'est Lamuka. Donc nous ne pouvons pas faire de rétropédalage, ils ne les feront pas, ils sont ensemble, ils sont solidaires. Le deuxième volet de la question de garçon de chance, Fayoulou se réclamant président élu, va-t-il encore concourir au poste de porte-parole de l'opposition? Au fait, ce n'est pas encore une option, parce que nous ne faisons pas de l'opposition jusqu'aujourd'hui, nous faisons de la résistance pacifique. Au fait, la résistance, on l'a fait face à ceux qui ont pris le pouvoir par la force ou par la ruse. Nous estimons que ceux qui ont pris le pouvoir, ils ne l'ont pas pris par la volonté du peuple. Si le peuple nous avait minorisés, il avait donné peu de voix à ceux de Lamuka par rapport aux candidats de Cash, nous aurions fait de l'opposition sans problème. Mais ici, il s'est agi d'un gangstérisme électoral, comme je le répète, où on a volé, on a extorqué le pouvoir du peuple congolais et on l'a confié à ceux qui ne le méritent pas. Donc nous allons faire de la résistance. Alors, Serge Alain Makosso nous ramène à Addis Abeba, à l'Union africaine. Lors d'un sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi a officiellement pris la présidente tournante de l'institution. Il remplace ainsi le Rwandais Paul Kagame. Quel bilan pour Kagame en 2-3 mois? Bon, je pense que on aurait pu effectivement beaucoup plus attendre du président Kagame dans le sens de la démocratisation d'un certain nombre d'États. Malheureusement, ça serait trop lui demander. Bon, je ne retiens pas grand-chose de la présidence du président Kagame. Il a tenté des réformes. Il a failli effectivement à un certain moment démontrer qu'il pouvait aller dans ce sens-là, dans le sens de la démocratisation des États, en s'impliquant sur la crise congolaise avec les 2 présidents légitimes et proclamés. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et je pense qu'il a pris un certain nombre d'options aussi pour arriver à rendre autonome l'Union africaine. Ça n'a pas encore abouti. Espérons que ça va finir par aboutir, peut-être par une présidence de l'Union africaine tenue par Martin Fayoulou. Kagame qui a réussi à faire élire ou à faire désigner Louise Mishikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Ben oui, je pense que c'est beaucoup plus une victoire pour le Rwanda que pour l'Afrique. Si Fayoulou était élu président, mais sans majorité au Parlement, il aurait dû faire quoi? En fait, nous estimons qu'il y a... Pedro Jové Kalenda, il est à Luanda également. Pedro Jové Kalenda. Il y a beaucoup de choses qu'un président réellement élu pouvait faire, qu'un président proclamé ne saurait faire. Parce que nous savons que si vous êtes un président réellement élu, ça démontre que vous avez du pouvoir, vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous n'attendez rien comme orientation d'un certain omnipotent. Vous êtes réellement libre et vous avez de mesures à prendre pour réhabiliter le peuple congolais. Je pense que la première des choses que Martin Fayoulou aurait fait, c'est rechercher à réhabiliter le peuple congolais, que ce soit réellement les élus du peuple qui puissent siéger à toutes les institutions et non pas ceux qui ont été désignés ou nommés à un certain niveau. Je pense que les mesures de manière concrète, je le dirai sur un autre terrain, mais nous les cachons pour notre président légitime. Alors, il a un deuxième volet.
je lis tel que c'est écrit, mais si jamais il y a des propos désobligeants, je les lirai pas, je suis désolé. Mosito est incapable d'assurer le bon fonctionnement des RTVS1, seulement les affaires publiques de l'État. Bon, je dirais tout simplement... C'est toujours simplement... Pedro Calenda. Je dirais tout simplement que la personne est très mal informée. Mosito n'est pas DG de la RTVS1, il y a un DG. Et les problèmes de salaire, c'est un conflit collectif de travail qui est généralement réglé entre une direction générale et une délégation syndicale. Selon mes informations, moi non plus qui ne suis pas dans la ligne de commandement de la RTVS1 dans la direction générale, mais vous êtes proche. J'apprends que la direction générale est en train de résoudre les problèmes. Tout simplement, les organes de presse, il faut faire une réflexion profonde sur leur financement ou sur leurs différentes charges. Peut-être que l'État peut chercher soit à subventionner, soit à diminuer les charges pour les organes de presse. Parce que le problème de salaire de journalistes, c'est un problème général. On l'a vu sur Télé 50, on a vu dans d'autres chaînes, il y a de problèmes similaires. Mais ça ne peut être résolu par un politique, par quelqu'un peut-être qui est actionnaire majoritaire. Un actionnaire majoritaire ne gère pas une chaîne. Il y a une direction générale et il y a une délégation syndicale. Les conflits sont en train d'être résolus à ces niveaux-là. Ok, soit dit en passant, à Biwan, on est à l'abri des salaires impayés pour l'instant. Peut-être jusqu'à l'heure. Pour l'instant. Jean-Écart Kambala dit ceci. Martin Fayulu siégera-t-il au Parlement ou pas? C'est sa première question. Bon, je pense que c'est une décision personnelle qu'il va prendre. Comme on vous l'a dit, il y a un certain nombre d'élus qui ont réellement mérité leur siège, mais il lui appartient personnellement de prendre la décision. Peut-être son combat doit se situer à un autre niveau. Il est l'élu du peuple congolais, le président légitime. À l'est du pays, on le désigne comme étant le commandant du peuple. Peut-être qu'on attend beaucoup plus de lui que ce qu'on pourrait attendre d'un simple député. Que devient la Mouka après la déclaration de Kyungu? C'est toujours Jean-Écart Kambala. La Mouka est toujours la Mouka. Parce que pour dissoudre la Mouka, il faut que les 5 leaders le décident. Malheureusement, le Baba Kyungu ne fait pas partie des 5 leaders, même si son apport a été substantiel. Nous estimons que la Mouka va continuer son combat parce que ce n'est pas uniquement le combat de la Mouka, c'est le combat de tout un peuple, c'est le combat d'un peuple qui veut le changement, c'est le combat d'un peuple qui a refusé la continuité, qui va malheureusement se perpétuer avec le président proclamé et l'omnipotent Kabila. Alors, à cette question, je l'ai déjà posée. Que devient la Mouka alors que nous sentons déjà une réticence des bimbistes et surtout des katumbistes? C'est Zédoudadon. C'est la question de Zédoudadon. Non, il n'y a aucune réticence de bimbistes. Le président Jean-Pierre Bemba a toujours été un homme constant. Dernièrement, quand le premier Mosito était en Belgique, ils ont discuté sur la nécessité de continuer le combat. Et c'est lui qui aurait suggéré la tenue de plusieurs meetings. Aujourd'hui, Adolphe Mosito et le président légitime Martin Fayulu seront à Kikwit pour continuer à réveiller le peuple congolais sur le combat qui est le sien, qui est celui de la vérité des urnes, qui est celui de son avenir. Pourquoi il a accepté qu'il soit validé au Parlement et va-t-il demander à tous ces militants de la Mouka de ne pas siéger? C'est George Wixon. J'ai le sentiment qu'on a déjà répondu à cette question. Effectivement, on a déjà répondu. Il y a ces élus qui sont réellement légitimes, qui ont sûrement été élus par le peuple congolais. Je pense qu'ils doivent mener les combats au niveau du Parlement, pendant que nous menons le combat de la vérité des urnes sur les terrains diplomatiques, politiques, etc. etc. De la question de George Wixon, on passe à celle de Demel Loussamba. Est-ce que Mosito est opposant? Si oui, pourquoi il s'oppose à Félix? Mamina pose-lui cette question. Parce que Félix n'est pas opposant, il est président proclamé. David Eder Makwangu, clinicien. Voici sa question. Qui sera alors le chef de file de l'opposition au moment où Martin Fayulu, qui devait l'être selon les résultats de la dernière présidentielle, continue de réclamer la vérité des urnes? En fait, comme on l'a dit, l'opposition l'a fait dans un régime démocratique. Peut-être qu'après les élections qui seront organisées 6 mois après, on aura
des institutions légitimes, en face d'elles, on aura une opposition aussi légitime parce que le peuple leur aurait accordé la minorité et non pas la majorité. Bon, il y a une question sur la RTV5 qui revient. Il avait déjà répondu. Merci à Roland Goy Kiloka de l'avoir posé. Et merci d'éviter des propos injurieux. Marcel Massamba Bénédicte, Lamouka, une coquille vide. Il n'y a que Mozito Matungulu qui voit et Fayoulou comprenne qui pourra. Non, la MOCA, c'est 5 leaders et plusieurs cadres, y compris moi, effectivement. Ils sont très nombreux, je ne saurais pas le citer ici. Mais la MOCA aussi, c'est plus de 60% du peuple congolais qui nous a accordé sa confiance pour apporter les changements au pays. Le 30 décembre 2018, malheureusement, les institutions telles que la CENI ont voulu en décider autrement. Alors, Serge Alain Makosso revient avec une question qui intéresse la planète entière, l'homosexualité dans le clergé et les crimes pédophiles dans le clergé catholique. L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui doit faire l'objet d'un discernement adéquat chez les candidats à la prêtrise ou à la vie religieuse. Cette parole du pape François est tirée d'un livre d'entretien paru en décembre 2018. Quelle est votre lecture ? Bon, moi, je pense que la femme de César doit être hors de tout soupçon. L'Église catholique, qui est universelle, a un grand rôle, un grand poids moral à jouer aussi bien en République démocratique du Congo que pour l'humanité. Ces genres d'actes doivent être sévèrement punis et moi, je pense qu'il faut de l'exemplarité dans ce sens-là. Parlons justement des crimes pédophiles dans l'Église, justement. Il y a un grand forum qui s'ouvre aujourd'hui, je crois, ou demain, au Vatican, justement, pour faire un état des lieux de la question et apporter des solutions. Aujourd'hui, mercredi, sort en salle en France, grâce à Dieu, un film sur les crimes, justement, pédophiles des prêtres et ceux qui l'en restent des victimes. On en parle beaucoup dans d'autres pays comme la France, les États-Unis, mais on a l'impression qu'en Afrique, le sujet est passé sous silence. C'est peut-être parce que, comme en République démocratique du Congo, nos politiques et même les citoyens sont plus focalisés sur les débats politiques que les questions sociales comme celle-là, justement, des abus sexuels, des crimes pédophiles des prêtres sur les enfants. Oui, vous avez parfaitement raison. Au fait, ce n'est pas que la politique qui nous intéresse. Le peuple vit avec moins d'1,4 $ par habitant. Donc le peuple est préoccupé par la survivance journalière. Et deux fois, effectivement, l'importance de la politique, c'est parce que le peuple estime que seule la politique pourrait résoudre tous les problèmes. Il n'y a pas une organisation sociétale, il n'y a pas de débat sur la société congolaise. Mais nous estimons que ces genres de questions peuvent être soulevées par la société civile. Je pense que la plus forte, c'est le quatrième pouvoir, c'est la presse. Il faut deux fois organiser de débats de société où l'on parlerait uniquement de faits de société. Et on devrait en trouver de solutions, même comme politique, parce qu'ailleurs, c'est ce qu'on en fait. Des hommes politiques sont appelés aussi à trouver de solutions sur le problème de la société. Pas seulement le problème lié à la politique, mais lié à l'économie, au social, etc. Donc ce sont des débats à soulever et la presse doit faire émerger des organisations de société civile fortes, de mouvements citoyens qui puissent non seulement chercher à défendre le droit fondamentaux citoyens liés à la politique, mais aussi d'autres droits. On a terminé, il nous reste 3 minutes, une conclusion. Avant la conclusion, votre point de vue sur cette polémique par rapport à ces petites phrases assassines qu'on a reprochées à Adolphe Mozito, qu'il a tenues sur TV5 il y a 2 semaines environ? Non, les gens ont mal compris. Premièrement, s'il a dit que le président Félix Tshisekedi est pire que Joseph Kabila, c'est par rapport aux décisions
qu'il a déjà prises liées à la forme, où l'on sent les directeurs de cabinet devenir et l'OPJ et le Premier ministre parce qu'ils ne veulent pas travailler avec le Premier ministre qui est en fonction, qui n'est même pas démissionnaire. C'est inacceptable. Et deuxièmement, on lui a prêté... on a prêté une confusion sur ses propos où il aurait dit qu'il va mener des actions pour faire fuir les investisseurs. Il ne s'agissait pas de cela. Il a plutôt dit que l'insécurité et l'instabilité, qui sont des conséquences du cafouillage électoral et de la nomination d'un certain nombre d'animateurs, cette instabilité, cette insécurité qui va se généraliser sur toute l'étendue du territoire national, ne pourra pas permettre que les investisseurs arrivent. Ça ne sera pas le fait de la Mouka, mais ça sera une conséquence du cafouillage électoral et du gangstérisme électoral de la CENI. Mais peut-être que vous avez oublié de poser une question sur un point que vous aviez soulevé, sur la question des élections des gouverneurs. Absolument, merci de me l'avoir rappelé. Avec la tête, c'est vrai, hein, on dénonce ce marchandage de voix. Les députés provinciaux ont 20 000 et 100 000 dollars par voix. Adam Bombolé, par exemple, et Vidier Chimanga ont même renoncé à se présenter. Est-ce que la Mouka a des candidats sénateurs, des candidats gouverneurs ou c'est le boycott? Bon, je pense que la Mouka, de manière globale, n'a pas placé de candidat, même si les entités composant la Mouka auraient placé de candidats à Chopo, à Kinshasa ou dans d'autres provinces. Mais la question de la corruption, je pense qu'elle doit être débattue sérieusement. Elle vient d'abord des élections de manière générale, parce qu'on nous a parlé de papas sociaux et de mamans sociales lors de la campagne électorale. Il s'agissait d'une corruption voilée. Si un député national veut être élu, il doit, au moment de la campagne, faire un pont, il doit distribuer de l'argent. Il s'agissait déjà de la corruption. Et deuxième niveau, une autre corruption, c'est ces gangstérismes électoral, ces cafouillages électoral, où finalement tout le monde, ou une grande majorité du peuple congolais s'est dit que la plupart des députés ont été nommés, et c'est peut-être pas faux. Il y en a qui ont eu à négocier le pouvoir auprès des institutions. C'est une corruption à critiquer. Et le troisième niveau de la corruption, c'est ce que nous voyons. Des députés qui ont été mal élus, qui proviennent peut-être de la corruption. Vous estimez qu'ils vont, eux, voter d'autres sans demander de l'argent? C'est ça la question fondamentale. Mais aussi, ceux que vous avez cités sont peut-être hypocrites. Ils ne nous disent pas si ces demandes d'argent viennent de députés provinciaux de leur propre parti ou des autres partis. Parce que, de manière républicaine, vous ne pouvez pas chercher à vous faire élire députés pro-UDPS grâce à des députés qui ne sont pas de l'UDPS. Vidier Chimanga, qui est proche... C'est qui a la majorité dans la plupart des parlements locaux? L'Assemblée provinciale de Kinshasa, je pense qu'il est candidat sénateur à Kinshasa. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a 12 députés UDPS. Est-ce qu'il veut avoir la confiance des députés UDPS? Il s'agit de ces députés qui lui ont demandé de l'argent ou des autres. Il n'a pas été assez clair. Donc quand on attaque la corruption, il faut être clair. Il faut dire que cette corruption vient de notre propre formation politique et poser le problème à l'interne au lieu de vouloir se faire un peu de publicité. Merci beaucoup Steve Kivota d'être passé dans ce débriefing qui se termine ici par... Je vais y arriver. Porte-parole du parti d'Adolphe Muzito, Nouvel Élan. C'est comme ça que ça s'appelle. Porte-parole également de la coalition Lamuka. Il est barreau. Il est... Oh là là, je crois que c'est le stress. J'espère que vous ne direz pas avocat. le retour. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Plusieurs fois conseiller consultant juridique dans le public et dans le privé. Ce débriefing en rediffusion demain 7h15, vendredi à 7h15 sur le câble et sur le local, vendredi à 9h et tout à l'heure à 20h40 sur le local également, à mercredi prochain pour un autre débriefing. Voulez-vous venir pour le traditionnel selfie de la fin? Et j'espère que le téléphone ne va pas bégayer comme moi. On est sur cette caméra, c'est ça? Oh! Oups. Vanessa, je suis chez toi.
Et merci beaucoup à tous ceux qui ont fait cette émission. John, Vanessa, Jonathan, Rodrigue, Blaton. À la semaine prochaine.